La question de l'accompagnement, de l'aide aux soins et l'aide également de manière générale dans l'expression de ce que l'on peut souhaiter suppose l'intervention de professionnels à l'écoute, mais aussi de personnes tout simplement, pas forcément de professionnels, à l'écoute de ce qui peut être dit. Je vais tout de suite laisser la parole à Thierry Najman. Thierry Najman est psychiatre, chef de pôle à l'hôpital psychiatrique de Moisselles, et il vient de publier un ouvrage intitulé « Lieu d'asile, manifeste pour une autre psychiatrie ». Il va intervenir essentiellement sur l'aspect des soins et sur la question, l'une des questions qui a été évoquée par le témoignage personnel de monsieur, c'est-à-dire la question des soins sans consentement et plus l'hospitalisation sans consentement, ce qui évidemment interpelle sur un certain nombre d'éléments de la Convention des personnes handicapées. Oui. Je vous remercie de me donner la parole et je remercie Benoît Hérault et le collectif Contraste de m'avoir proposé d'intervenir. Je vais être bref et dire, je pense, des choses assez simples parce qu'on a entendu beaucoup de témoignages et d'interventions très riches, très passionnantes, mais je pense que l'attention peut-être commence un peu à décliner pour certains d'entre nous. Donc je vais essayer d'être simple et succinct. Et ce que je vais dire, au fond, en tant que psychiatre, est très personnel. Et même si c'est partagé par quelques amis dans un groupe qu'on appelle en France le collectif des 39, il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont commencé à se réunir en 2008, à un moment précis que je vais succinctement résumer. Un groupe de personnes avec lesquelles on se réunit tous les mois et avec lesquelles je partage des idées importantes. Mais enfin, si un autre psychiatre était en train de parler à cette place, je pense qu'il est fort probable qu'il tiendrait des propos très différents. La plupart des psychiatres, à mon avis, ne partagent pas en France ce que je vais dire, mais puisque la question qui m'a été posée était de dire quelques mots en tant que médecin sur ce que je peux attendre de cette CRDPH, je dirais tout simplement que vu la puissance potentielle du droit supranational, eh bien, je vais y revenir, mais je pourrais attendre de cette convention et du droit international qu'il puisse influer sur la France, de telle sorte que le législateur puisse nuancer et modifier ce qui figure actuellement dans la loi qui encadre la possibilité de prendre en charge un certain nombre de personnes sous la contrainte. Puisque, quel est le contexte français actuellement? Eh bien, il existe une loi qu'un certain nombre connaissent ici, qui est la loi du 5 juillet 2011, même si cette loi a été réformée en septembre 2013 à la marge, je dirais. À mon sens, la rupture de modèle législatif pour la contrainte psychiatrique est survenue en 2011. En juillet 2011, et pas dans n'importe quel contexte, puisque il faut quand même rappeler très rapidement que en France, 3 lois principales se sont succédées. Ça n'est pas neutre. La première loi arrive peu de temps après la Révolution française. Quand on regarde les moments marquants de l'évolution de la psychiatrie, ce sont toujours des moments forts politiques. Et la psychiatrie, comme vous le savez, est née en tant que discipline médicale au moment de la Révolution française. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas neutre. Et très vite, en 1838, finalement, il s'écoule que quelques années, une première loi s'impose, la loi Esquirol, qui sera, qui est une loi sur l'internement des aliénés dans les asiles. Ce sont les mots qui sont employés dans cette période de l'histoire de France. Et puis, 150 ans après, grosso modo, une première réforme survient en
en 1990, qui au fond est au cœur d'un paradoxe, puisque la loi de 90 rendait possible et même faisait la promotion de l'hospitalisation libre, puisqu'il faut quand même savoir en tout cas qu'avec la loi de 38, toute personne qui était admise dans un établissement qu'on appelait un asile était admise sous la contrainte. Et en général, il restait une grande partie de sa vie, si ce n'était toute sa vie. Avec la loi de 90, on est face à un paradoxe, puisque en effet, tout d'un coup, la possibilité d'une hospitalisation libre survient, et paradoxalement, à partir de là, on va voir malgré cette promotion, eh bien, une augmentation constante et certaine des mesures d'enfermement, de contraintes, de contention, d'isolement, mesures qui avaient connu dans les années 70-80 un certain assouplissement, je dirais, du fait de la réflexion qui avait suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui avait permis qu'un certain nombre de professionnels élaborent une conception théorique qui a été appelée la psychothérapie institutionnelle. Et curieusement donc, mais enfin, je pense qu'on peut en donner un certain nombre de déterminants. À partir des années 90, on entre dans une autre période que d'ailleurs j'ai qualifiée dans l'ouvrage auquel vous avez fait référence et que je viens de publier, une autre période dans laquelle on est, à mon avis, en train de s'enfoncer, qui est une période de régression et que j'ai qualifiée de période néo-aliéniste. Et cette période que j'appelle néo-aliéniste a connu, je dirais, un coup d'accélérateur très net au cours du précédent quinquennat, puisque l'ancien président de la République a fait en 2008 un discours malheureux dans un hôpital psychiatrique français qui se trouve dans le sud des Hauts-de-Seine, enfin dans la banlieue parisienne, et au cours duquel Nicolas Sarkozy a cultivé, défendu l'idée du schizophrène dangereux, qui pourtant est un non-sens scientifique, qui pourtant est une idée totalement erronée du point de vue statistique. Les schizophrènes ou les malades mentaux, tous les psychiatres en conviennent, quelle que soit leur obédience, les malades mentaux ne sont pas plus dangereux que la population générale. Mais enfin, je dirais que le discours de Nicolas Sarkozy s'est concrétisé de différentes façons. D'abord, il a donné naissance à un certain nombre de collectifs, en particulier le collectif des 39 dont je parlais tout à l'heure, qui a commencé à se réunir en réaction à ce discours devant les mots inadmissibles et insupportables qui étaient employés par l'ancien président de la République. Et puis, ce discours s'est également concrétisé dans une loi qui, à mon avis, est une des lois parmi les plus sarkozystes qui soient, et qui est la loi du 5 juillet 2011, qui est une loi sécuritaire, à mon sens, et qui, et je vais dire rapidement pour quelles raisons, mais qui véhicule un certain nombre d'idées qui ont des conséquences dans les pratiques. Et d'ailleurs, pour donner une autre conséquence concrète de ce discours et de cette période, eh bien, depuis 2011, le nombre du MD, c'est-à-dire le nombre d'unités pour malades difficiles, qui sont des services hautement sécurisés, qui sont des sortes de petites prisons pour malades mentaux, a été plus que doublé dans le pays. Donc on voit bien que ce discours de 2008 n'était pas un discours anodin, et qu'il a eu des conséquences tout à fait tangibles sur le terrain et dans la législation. Alors, cette loi de 2011, en deux mots, très rapidement, d'abord, ce point d'origine me paraît très important, c'est-à-dire le fait pour un personnage politique de surfer sur l'idée que les malades mentaux seraient dangereux. Mais enfin, en effet, vous parliez tout à l'heure de la notion de soins sous contrainte. Alors, j'ai encore 2-3 minutes ou... 2-3, parce qu'apparemment, nous avons une contrainte alors, je vais, locaux. D'accord, alors, très rapidement, le grand changement de cette loi est le passage de la notion d'hospitalisation sous contrainte vers celle de soins sous contrainte. Ces mots ont un sens et véhiculent une conception de la maladie mentale.
le déplacement de l'hôpital vers le soin draine derrière lui tout un modèle de la maladie mentale. Moi, je vois bien ce que ça peut vouloir dire de donner sous la contrainte un médicament, si on considère que le soin, c'est de donner des médicaments. Mais dès lors que l'on considère que la maladie mentale est bien plus qu'un désordre biologique, mais que la maladie mentale est aussi, et peut-être avant tout, une maladie de la relation à l'autre, et dès lors que l'on prend en compte la dimension psychique de la maladie mentale, eh bien, cela me semble un non-sens absolu de parler de soins sous contrainte. Je crois que cette idée d'un soin sous contrainte sous-entend que l'injection mensuelle de neuroleptiques retard serait le cœur du traitement. Et le fait que, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ait fait ce discours suite à un fait divers, et que régulièrement la psychiatrie défraie la chronique dans les médias suite à des faits divers, eh bien, réactive ce fantasme que l'on pourrait limiter la dangerosité et soigner les malades mentaux, eh bien, avec un certain nombre de produits chimiques que j'utilise aussi dans ma pratique, mais en oubliant cette idée, laisse de côté ce qui devrait être pourtant le cœur de la pratique soignante, c'est-à-dire un travail du lien humain, de la rencontre humaine. Et donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que il y a plein d'autres aspects dans cette loi qui sont, à mon sens, très négatifs dans les pratiques de soins, dans les pratiques à l'hôpital. La notion de soins contraints à domicile découle justement de l'arrivée du soin sous contrainte et puis de l'hospitalisation sous contrainte. Tout d'un coup, on peut également contraindre à la maison. Il y a plein d'autres dispositions dans la loi que j'aimerais... mais bon, dans mon bouquin, j'ai pris le temps de développer ces idées. En tout cas, pour terminer, je crois que non seulement l'article 12, mais peut-être encore plus les articles 14 et 25, tout à l'heure, j'allais faire d'ailleurs, je m'apprêtais à faire les mêmes citations que Denis Robiliard au sujet dans le commentaire qui nous a du comité de suivi concernant les articles 14 et 25, et qui d'ailleurs de façon tout à fait étonnante nous amène à nous demander s'il sera encore possible, à partir du moment où on respecte ce texte, de mettre en place une contrainte psychiatrique en milieu hospitalier. Merci beaucoup. On va malheureusement s'arrêter sur cette intervention de votre part. On vous remercie, puisque le questionnement de cette table ronde, c'est véritablement de savoir en quoi la Convention, par l'article 12, mais par d'autres dispositions, et c'est vrai que l'article 25 est une disposition qui interpelle profondément, comme la liberté d'aller et venir, l'article 14 qui interpelle le soin, mais on pourrait dire qu'il interpelle aussi l'accompagnement social. Et de ce point de vue, nous n'avons pas, à cette table ronde malheureusement, d'intervenants sur le dispositif du Code de l'action sociale et des familles et sur la loi qui est actuellement en discussion au Parlement sur l'adaptation de la société au vieillissement et qui pose un certain nombre de questions sur la liberté d'aller et venir des personnes en situation de troubles ou de handicap cognitif par exemple, ou mentaux, soit à l'hôpital, soit dans des établissements fermés, et je pense en particulier aux établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc c'est aussi une question que, évidemment, nous devrons soumettre à notre réflexion.